Bien, la règle de la communauté renvoie habituellement à un des fameux manuscrits de la mer Morte, dont nous célébrerons les 70 ans de la découverte l'année prochaine. En effet, en 1947, sur les bords de la mer Morte fut découvert fortuitement la première des 11 grottes dites à manuscrits apparentées au site archéologique de Qumran. Parmi les premiers manuscrits déroulés figurait celui que les savants nommèrent le manuel de discipline, tant il leur semblait que le contenu était proche d'une règle de vie pour un groupe ou, je cite, un genre de secte ou d'ordre monastique, lit-on dans la dépêche de l'American School of Oriental Research le 11 avril 1948. Le texte quasi complet, alors inédit, fut déchiffré, traduit et publié la première fois en 1951. Il y reçut à cette occasion un nouveau titre, à la différence du premier qui venait des modernes, puisque quelques mots en hébreu portés sur le verso du rouleau ressemblaient fort à un titre ou au moins à une indication du contenu. Vous voyez que c'est très abîmé, mais on a réussi quand même à restituer Serer Hayachad, c'est-à-dire la règle de la communauté, qui fut abrégée en 1QS selon le mot Serer. Toutefois, l'appellation règle de la communauté ne peut plus être réservée aujourd'hui au seul rouleau 1QS, car d'autres manuscrits exhumés entre-temps des grottes 4, 5 et 11 présentent un texte proche sans en être une copie. De plus, le texte de 1QS présente les signes d'un texte composite, c'est-à-dire un texte édité et réédité à plusieurs reprises. Entre autres exemples, le passage de 1QS 1.16 à 3.12, qui rapporte une liturgie d'entrée dans la communauté, dans l'Alliance, est suivi d'une partie que les savants ont pris l'habitude d'appeler le traité des deux esprits, en 1QS 3.13 à 4.25, dont le texte est corroboré par un autre manuscrit de la grotte 4, le manuscrit 4Q 257. Cette section ressemble à une partie indépendante du reste du texte parce qu'elle est introduite par la formule pour l'enseignant, le maskil, qui marque habituellement le début d'un écrit ou bien d'une nouvelle section. Plusieurs études ont aussi noté que le contenu et le ton déployé sont différents du reste de 1QS. Par ailleurs, il est possible que d'autres manuscrits possèdent un texte différent pour cette section, comme le suggère le fragment A du manuscrit 4Q 255. Les textes, autre exemple, des manuscrits 4Q 256 et 4Q 258 présentent quant à eux des variantes significatives par rapport à 1QS. On lit ainsi « La règle pour les hommes de la communauté » en 1QS 5.1, alors que le manuscrit 4Q 258 1.1 et 4Q 256 4.1 ont en lieu et place leçon, c'est le terme midrash en hébreu, leçon pour l'enseignant concernant les hommes de la Torah. De même, autre exemple, il est question de ceux sous l'autorité des fils de Sadoc, les prêtres gardiens de l'Alliance, et sous l'autorité de la multitude des hommes de la communauté, en 1QS 5, 2 à 3, alors que le manuscrit 4Q 258, 1, 2 mentionne seulement ceux sous l'autorité des nombreux à la même place. Toutefois, et pour terminer, le manuscrit 4Q 256 demeure proche du texte de 1QS 1 à 4, alors que le manuscrit 4Q 258 ne contient pas, je vois que je ne vous ai pas passé toutes les bonnes diapos, bon, c'est pas grave. Alors que le manuscrit 4Q 258 ne contient pas le texte de ces colonnes selon toute vraisemblance, car le premier feuillet de cuir ne possède pas de trou laissé par la couture, contrairement au feuillet suivant, ce qui signifie qu'il s'agit du début du manuscrit. Ainsi, le manuscrit 4Q 258 ne contenait qu'un texte proche de 1QS 5 à 11, mais avec des variantes significatives. De plus, le manuscrit 4Q 258 présente aussi des passages correspondant à 1QS 7 à 9 en commun avec le manuscrit 4Q 259, mais les deux manuscrits ont cependant un texte différent pour la suite, puisque 4Q 258 préserve le même hymne en 1QS 10.5 à 11.22, alors que 4Q 259 possède à la place un calendrier de signes qu'on appelle Otot en hébreu. J'espère que vous avez suivi. C'était la partie la plus difficile de mon exposé. Maintenant, ça va être la partie la plus intéressante, mais juste pour vous démontrer qu'il y a des variantes et un problème qui est entre les manuscrits et un problème qui est aussi à l'intérieur des manuscrits, des variantes donc internes et des variantes entre manuscrits. De telles différences textuelles ne semblent pas dues à des erreurs de scribes ou relever de cultures scribales différentes. Ce sont bien des variantes significatives à dessein. Les différents scribes ont donc procédé à des choix éditoriaux lors de la copie des manuscrits qui ont eu lieu pour tous au cours du 1er siècle avant notre ère. De plus, lorsqu'on connaît la nature législative et juridique du texte, au-delà des variantes, que signifie la copie et la conservation d'un texte réglementaire
ou avec des variantes significatives au sein d'une même communauté à la même époque. Les hypothèses déjà formulées sont nombreuses, mais aucune n'a recueilli l'assentiment d'une majorité de chercheurs. L'accent mis sur ces variantes significatives lors des études antérieures a créé un effet de loupe, au point qu'il est souvent allégué que le texte de la règle de la communauté, c'est-à-dire le texte de l'ensemble des manuscrits apparentés, était fluide. Il n'en est rien, car au-delà de ces variantes en contexte, le message promulgué demeure le même dans ces passages. La question de la soi-disant fluidité du texte au sein du groupe des manuscrits dénommés règles de la communauté, ou ce que j'ai appelé ailleurs le cluster S, pourrait être envisagée d'une autre manière que le simple constat des variantes significatives et la recherche, à mon sens vaine, d'un texte original ou d'un texte final de la règle de la communauté. Il me semble que ces différences prises ensemble ne peuvent être comprises en dehors de l'étude de l'autorité conférée à ces textes réglementaires, notamment la mise en évidence du processus interne qui construit cette même autorité scripturaire. Ainsi, le discours sur l'autorité dans le texte même d'un manuscrit de la famille S aide à comprendre la cohabitation de manuscrits aux variantes réglementaires dans une même communauté à une même époque. Dans cette perspective, le texte continu le mieux conservé est celui du rouleau 1QS. Il laisse apparaître ce que j'ai nommé ailleurs des règles vivantes, qui étaient renouvelées fréquemment par la communauté puis consignées par écrit. Ainsi, la comparaison entre 1QS 8 16b à 19 et 1QS 8 21b à 23a est surprenante, parce qu'en apparence, vous voyez les passages, parce qu'en apparence, les deux passages ont un texte fort différent, mais la règle violée semble la même au-delà de la phraséologie différente. De plus, la conséquence de la violation en termes pénals n'est pas la même dans les deux passages. Pourtant, les deux passages sont quasi consécutifs dans la colonne 8. Comment comprendre à la fois cette proximité et ces variantes significatives? Je lis les textes quand même. Le premier, « Et tout homme parmi les membres de la communauté, l'alliance de la communauté, qui s'écartera insolemment de tout commandement, il ne touchera pas à la purification des hommes de sainteté, et il ne saura rien de leurs conseils, jusqu'à ce que ses actions soient purifiées de toute iniquité, afin d'aller dans la perfection de conduite. Alors on le fera approcher du conseil selon la décision des nombreux, et après il sera inscrit dans son rang. Selon cette loi-là, il en sera de même pour tous ceux qui se joignent à la communauté. » L'autre passage, quelques lignes plus loin, « Tout homme parmi eux qui transgressera une parole de la Torah de Moïse insolemment ou négligemment, on le bannira du conseil de la communauté, et il ne reviendra plus. » Si nous nous décentrons des études sur les manuscrits de Qumran, cette question n'est pas nouvelle, elle est même fréquente, on l'a entendu, dans les études bibliques, où la réponse est souvent de percevoir des strates littéraires différentes produites par des milieux différents à des époques différentes. Un passage de 1QS pourrait nous donner une clé de lecture pour expliquer ce qui ressemble à des éditions parallèles et consécutives au sein d'une même œuvre. En effet, les nombreux, c'est-à-dire les membres de plein droit de la communauté, semblent avoir la capacité de reformuler les règles au cours d'une réunion spécifique selon 1QS 6, 9 à 10. Je lis le texte. « Ainsi, ils interrogeront au sujet du droit et au sujet de tout conseil et toute chose qui concernera les nombreux, afin que chacun apporte son savoir au conseil de la communauté. » Les lignes suivantes de ce passage, jusqu'à la ligne 13, énumèrent une série de règles pour prévenir les prises de parole intempestives des membres au cours de la réunion. Ainsi, il est question d'un membre qui parle n'importe quand, qui interrompt un collègue, qui parle avant sa préséance dans la communauté et qui parle hors de propos. C'est pourquoi celui qui veut prendre la parole devait la demander préalablement. On peut se demander si de telles précautions quant à la circulation de la parole et la teneur des propos ne s'expliquent pas par la capacité des membres réunis en assemblée à réglementer ou à modifier les règlements existants à force de débats internes. Si tel est le cas, les éditions parallèles consécutives en 1QS, il y en a d'autres que celles que vous avez vues, pourraient se comprendre par le cycle fréquent des discussions orales codifiées entre les membres sur des points précis de règlement, puis, une fois l'accord trouvé entre les membres, l'écriture ou la réécriture de ce point, c'est-à-dire une nouvelle édition, c'est-à-dire un nouveau manuscrit. On peut imaginer également que ce cycle perdure, puisqu'il peut y avoir donc une oralisation, une écriture, puis ensuite, de nouveau, un peu plus tard dans le temps, une réoralisation et une réécriture, qui s'amorcerait donc pour aboutir à chaque fois à une nouvelle édition de la règle, et ainsi de suite, d'où mon explication de la pluralité des manuscrits S copiés durant une même période avec des variantes réglementaires significatives. C'est en ce sens que j'ai qualifié cette dynamique d'oralisation et d'écriture de règles vivantes. Nous ne connaissons pas la fréquence des réunions,
mais le nombre de manuscrits apparentés à la règle de la communauté, copiés dans les toutes dernières décennies avant notre ère, nous oriente vers la perception d'un cycle continu à cette époque. Toutefois, les différentes étapes d'oralisation et d'écriture ne sont pas consignées explicitement en IQS. L'écriture, comme résultat du consensus communautaire sur une règle, n'est pas non plus spécifiée. C'est pourquoi on pourrait penser tout aussi bien que le consensus oral, forgé à force de débat, et sa mémorisation suffisent pour régler la vie communautaire. Mais je ne le pense pas. D'une part, les liens entre l'oralité et la mémorisation d'un côté et l'écriture de l'autre sont bien attestés en Méditerranée orientale. D'autre part, dans sa description de l'Essénien à son entrée dans la communauté, Flavius Joseph, dans la guerre des Juifs, au livre 2, paragraphe 142, le dépeint comme celui qui, je cite, « jure qu'il ne communiquera les préceptes à personne autrement que tels qu'il les a reçus, qu'il se gardera de forfaiture et qu'il préservera leurs livres d'études et les noms des anges. » La conservation des écrits esséniens avec leurs préceptes est explicite, ce qui signifie que la communauté n'est pas réglée par de simples préceptes oraux mémorisés. Par ailleurs, David Carr présenta aussi plusieurs arguments en faveur d'un processus oralité-écriture et de mémorisation dans les textes de Qumran. Il en a donné un extrait tout à l'heure dans sa conférence. Il montra que plusieurs manuscrits de la Torah, pas tous, furent copiés de mémoire plutôt qu'au moyen d'un manuscrit modèle placé sous les yeux du copiste. Il ajouta que la forme dite non standardisée de plusieurs citations bibliques pourrait être écrite de mémoire. Enfin, il interpréta les structures en paragraphes et les marques à leur début comme les traces de parties qui devaient être lues. Ce que David Carr écrit pour les manuscrits dits bibliques de Qumran n'a aucune raison, à mon sens, d'être différent pour d'autres textes bénéficiant aussi d'une autorité au sein de la communauté. Les scribes de Qumran, qui connaissent tous ces textes, bibliques et non bibliques, appartiennent à la même culture scribale qui articule l'oralité et l'écriture selon un processus codifié qui actualise régulièrement les lois. En ce sens, la pluralité des manuscrits et surtout la métamorphose du texte me semble une manifestation de cette culture. Dans cette perspective, la disposition qui donne, plus loin dans le texte de la règle de la communauté, aux seuls fils d'Aaron, c'est-à-dire les prêtres, la possibilité de légiférer en 1 QS 9.7 ne me semble pas contradictoire avec le passage précédent sur la réunion. Je lis quand même le passage. « Seuls les fils d'Aaron réglementeront en matière de droit et de biens. Sous leur autorité sortira le lot pour toute disposition relative aux membres de la communauté. » Cette ligne correspond probablement à un état du consensus au sein de la communauté à un moment donné qui extrapolait la préséance des prêtres en monopole pour légiférer. Comme chaque règle écrite correspond à une décision ou au moins à une position commune des membres réunis, elle demeure dépositaire d'une autorité même après la nouvelle rédaction de la règle en la matière, d'où sa conservation dans le texte. D'ailleurs, un passage d'un autre écrit, l'écrit de Damas, dans son manuscrit CDA 14, 3 à 6, semble conserver un message similaire, bien que le texte soit moins précis. Ainsi, ce processus ne serait pas propre aux manuscrits de la famille S. Quoi qu'il en soit, la capacité des Esséniens à changer leurs règles communautaires selon ce cycle d'oralisation et d'écriture dessine une autorité scripturaire collective. Ce constat pose néanmoins une autre question, celui de la fonction du prétendu fondateur du mouvement essénien, celui que vous connaissez, qu'on appelle le maître de justice. Il n'est jamais mentionné dans les manuscrits S, il apparaît seulement dans l'écrit de Damas et dans plusieurs commentaires bibliques actualisés pour la fin des temps, ce que l'on nomme des pécharim. Le maître de justice incarne alors une autorité individuelle en matière législative, car il est présenté comme le révélateur des premières lois selon lesquelles les Esséniens doivent vivre, comme l'illustre un passage de l'écrit de Damas, CDB 20, 27 à 33, que je lis. Mais tous ceux qui sont restés attachés à ces lois-là, allant et venant conformément à la Torah, qui ont écouté la voix du Maître et se sont confessés devant Dieu en disant « Nous avons péché, nous avons été impies, aussi bien nous que nos pères, lorsque nous marchions à l'encontre des prescriptions de l'Alliance. Justice et vérité constituent tes lois envers nous. » Et qui n'ont pas élevé la main contre ces saintes prescriptions, ces lois justes et ces vrais témoignages, qui se sont laissés instruire dans les premières lois par lesquelles ont été jugés les hommes de la communauté, qui ont prêté l'oreille à la voix du maître de justice et n'ont pas rejeté les prescriptions de justice en les entendant. Il semble donc exister une concurrence entre les manuscrits S, qui promeuvent une autorité de nature collective, et la voix du maître, Kol Moreh, par définition individuelle dans l'écrit de Damas et plusieurs pécharim. Des chercheurs ont tenté de résoudre ce problème en faisant du maître de justice une simple figure de fiction construite tardivement pour donner une histoire au groupe essénien ou pour le présenter comme une figure de fondateur, notamment suite à la demande de certains membres. Je ne reviens pas là-dessus. Florentino Garcia Martinez a récemment ajouté
que la voix du maître, je traduis ce qu'il écrit, fut institutionnalisée à l'intérieur des groupes qui prenaient leur inspiration de cette figure et qui devenaient le canal de la révélation continue à la fin des temps. Toutefois, me semble-t-il, les mêmes données peuvent s'analyser à contrario. Le faible nombre d'occurrences du maître de justice dans les manuscrits de Qumran pourrait aussi s'expliquer par la mémoire d'un maître qui a réellement existé, mais dont celle-ci s'est peu à peu effritée face à la direction collective de la communauté qui lui a succédé à sa mort et qui entendait lui survivre. Avec cette remarque, nous touchons du doigt la difficulté de passer des sources littéraires à des conclusions historiques. Néanmoins, le processus oralisation et écriture qui expliquerait les manuscrits de la famille S, copiés et conservés à la même époque dans la même communauté, nous semble de nature sociale. Il livre la conception de l'autorité à un moment donné dans la communauté et le ou les groupes qui en sont alors dépositaires. Une telle conclusion rencontre les remarques récemment formulées par Martin Jaffe sur la littérature rabbinique. En effet, Martin Jaffe met l'accent sur l'interaction de l'écrit et de la performance orale selon des modalités proches des exercices rhétoriques gréco-latins. Sans pouvoir aller jusque-là dans notre analyse des manuscrits de la famille S, il est probable néanmoins que les membres esséniens, à l'instar des étudiants des sages, sont éduqués pour transposer une parole écrite dans une variété de formes orales. Ce constat invite à penser non seulement la transformation de l'oralité en écrit, mais aussi de l'écrit vers l'oralité. Si vous avez suivi le colloque, c'est un petit peu ce que vous a expliqué Dominique Charpin dans un tout autre contexte. L'instant codifié de la réunion des nombreux nous semble aussi ce moment. Il instaure un rapport collectif entre les membres qui est propice à structurer une appartenance communautaire au-delà des catégories sociales préexistantes. Je reprendrai alors la conclusion de Steve Frade, qui résuma le processus pour un autre texte rabbinique, le Sifré Deutéronome, en parlant d'une oralité qui se situe à la fois derrière et en face du texte pour l'appliquer au manuscrit de la règle de la communauté. La question ainsi, me semble-t-il, n'est pas tant l'oralité originelle d'une règle, mais la vie orale générée par les textes. Je vous remercie.